Salut tout le monde, bienvenue à ce 20e vidéo sur le jeu Nevsky, publié par GMT Games en 2019. Dans ce vidéo, nous allons faire la revue des 18 capacités Teuton. Alors, la portion du bas des cartes. Et bon, je peux peut-être accepter un case là, de quelqu'un qui dirait Ah, moi, les events, j'aime mieux avoir la surprise. Parfait. Par contre, là, les capabilities, vous n'avez pas bien le choix, là. Comme j'ai dit dans d'autres vidéos, dès le premier tour de la campagne, quand va venir le temps là, du muster dans la phase de levée, là, vous avez accès à toutes les capabilities qui sont là. Fait que, à un moment donné, il faut les connaître. Ça, c'est pas des choses que vous allez piger aléatoirement, là. C'est des choses que vous pouvez choisir puis assigner là, à un seigneur ou à un autre, ou dans certains cas, c'est des capabilities globales. Fait que ça, vous avez probablement pas le choix de les connaître. Hélas, peut-être, là. Moi, j'aime ça lire ça, puis voir le flavor, puis là, j'ai hâte de les jouer, là. Mais si vous dites, oh my god, dis-moi pas qu'il faut que je lise 18 cartes, puis que je me rappelle de toutes ces capabilities-là, bon, ben, vous avez le player aid comme ça, là, qui vous aide, là. Ça va être obligé de tout le temps leur passer à travers votre deck de cartes, là, mais effectivement, pas bien le choix. Fait que là, on se fie, on va regarder, on va se concentrer là, sur ce qui est à droite. Là, on a déjà vu là, toute la portion de gauche qui est finalement le haut des cartes, là, puis la portion de droite, c'est le bas des cartes. Là. Fait que le traité de Stensby, alors le comité là, danois teuton étant forcé, là, Heinrich et Knud et Abel ont +1 de commande. Et c'est pas, disons, c'est pas négligeable, là, ça se prend bien, comme on dit, là, parce que Knud et Abel, par défaut, malgré que ce sont de très beaux seigneurs, là, a seulement 2 de commande. Et que dire de Heinrich, que j'ai fini par retrouver à un moment donné, là, c'est lui qui soque le plus et qui a 1 de commande. C'est épouvantable, 1 de commande, là, on peut pas rien faire avec ça, là. Fait que si Heinrich est sur le jeu pour la peine, puis vous voulez faire de quoi avec, là, c'est quasiment un must d'avoir le traité de Stensby. Évidemment, cette capability-là ne peut être musterée que par Knud et Abel et Heinrich, justement. Par contre, c'est une capacité globale, ce n'est pas une capacité Deathlord, étant donné que ça l'affecte les deux seigneurs, ils l'ont mis comme une capacity globale. Raiders, ça c'est une capacité Deathlord, et c'en est une bonne, ça quand même. Fait que donc, This Lord, le seigneur qui a cette capability-là, dès qu'il a au moins une unité de cavalerie, ce qui est le cas, je pense, de tous les lords par défaut, là, à moins qu'il ait été magané, là, une fois par carte de commandement, peut faire l'action de ravage sur une localité qui est adjacente à son espace actuel, là, via un trackway où ne se trouve pas un lord ennemi. Ça commence à être pas pire, là. Mais Heinrich est ici, par exemple. Heinrich, que dis-je, Hermann. Hermann est ici, pourrait venir ravager cette localité-là ici, qui est adjacente à l'endroit où il se trouve présentement via une trackway. Puis là, on viendrait vraiment mettre un marqueur de ravage de Teuton. Et Heinrich, étant donné que c'est une town, gagnerait même une provision puis un loot, comme s'il avait été sur place. Ah, c'est très pratique, c'est très intéressant là, parce que bon, entre autres, se déplacer avec du loot, là, c'est infiniment chiant, là. Fait que il y a quelques endroits, là, il me semble que j'avais spoté là. Euh, Par exemple, là, bon, Herman est ici, puis il a conquis, mettons, cette place-là, là. Il pourrait venir ravager à distance Dubrovno, puis là, il ramasse automatiquement la provision puis le loot. Puis là, étant donné qu'il est dans une place forte amie, étant donné qu'il a conquis, mettons, cette place forte-là, il peut flober le loot immédiatement pour augmenter son service. Fait que très intéressant. Sinon, il aurait été obligé d'abord de se déplacer ici, ensuite de faire l'action de ravage. Puis là, je rappelle que dès que vous avez du loot, vous êtes encombré. Fait que c'est de l'ouvrage de ramener ça après à une place forte que vous avez conquis. Vous allez être obligé de dépenser 2 de commandes là, par connexion que vous allez utiliser. Là, fait que c'est pas évident. Là. Fait qu'une très belle capability qui donne de la flexibilité. Bon, la capability comme telle, vous pouvez l'utiliser maximum une fois par carte de commandement. Là. Ce qu'ils veulent dire, c'est que si vous êtes ici, là, vous ne pouvez pas dire, bon, ben, je ravage, avec 3 de commandes, je ravage là, puis je ravage là, là. Fait que vous pouvez quand même ravager sur place,
autant de fois que vous voulez avec votre carte de commandement, là, mais de ravager à distance via la capability, ça c'est maximum une fois par carte de commandement. N'empêche, c'est très bon. Puis là, je le ferai pas systématiquement pour toutes, là, mais ce qui est très intéressant, par exemple, là, fait que ça, c'en est un bon exemple, là, le traité de Standby, si vous avez Knud et Abel puis Heinrich sur le jeu, ça semble un no-brainer. Par contre, tant que cette capability-là est en jeu, ben, le fameux événement là, du Grand Prince là, qui préfère un fils, qui shift Alexander ou Andrei, n'est pas pigeable. Fait que là, vous avez un dilemme de dire aimez-vous mieux la capability ou d'avoir la petite chance, le petit espoir au début de chaque tour de piger cet événement-là. Fait que toujours regarder oui la capability, mais tant que cette capability-là est en jeu, n'oubliez pas que vous vous privez de l'événement qui est à gauche. C'est une des dynamiques, je trouve, assez intéressantes du jeu. Converts, les convertis, des guides et des scouts. Alors, c'est une capability This Lord. Alors, le seigneur qui a cette capability-là, ou son groupe, si c'est un lieutenant, ou si c'est un maréchal, ou s'il est même un subordonné, ou s'il se fait traîner par son maréchal lors d'une action de march, euh, tant qu'il y a de la cavalerie légère, là, dans le fond, là, ça leur coûte aucune action pour se rendre à la première localité vers laquelle ils se déplacent. Très intéressant, ça permet essentiellement d'économiser un point de commandement. Cette marche-là peut même se faire encombrer, dans lequel cas vous sauvez 2 points de commande pour faire ça. Par contre, vous ne pouvez pas avoir là, plus que le double de provisions que vous avez de moyens de transport utilisables. Fait que quand même, ils ont pensé à ça. Là. Fait que, mais très intéressant. Même pour un seigneur qui marche en solo, là, dès qu'il a de la cavalerie légère, par exemple, il faut faire attention. Là, il y a beaucoup de seigneurs de la haute nobilité teutonne qui n'ont pas là, de cavalerie légère en partant, mais ils en ont souvent de disponibles via leurs vassaux. Là. Fait que là, si vous prévoyez utiliser ça, vous allez devoir au moins amener un de ces vassals-là. Là. Puis, dans le fond, évidemment, dès que vous, si jamais là, la cavalerie légère meurt en combat, c'est un classique d'y assigner des hits là, parce que c'est des troupes un peu cheap là, qui n'ont pas d'armure. Là. Dès que la cavalerie légère meurt en combat puis qu'elle n'est plus disponible, ben là, à ce moment-là, vous gardez la capability, mais elle vous sert un peu à rien. C'est probablement un cas de défausser la capability à la fin du tour. Là. Ça n'impacte pas le sale non plus, évidemment. Là, on mentionne March, là, mais au cas où. Là. Fait que pour être clair, là, euh, Yaroslav aurait la capability, puis Herman serait le maréchal. Herman n'a pas de cavalerie légère, mais Yaroslav a la capability, puis de la cavalerie légère, ça marche. Puis pire que ça, Yaroslav aurait la capability, Herman aurait la cavalerie légère, ça marche aussi. Là. Fait que ça dit vraiment, c'est soit This Lord s'il est tout seul, ou son groupe font une action de march dès qu'ils ont de la cavalerie légère là, pour 0 action là, pour se rendre à la première localité à laquelle ils vont. Intéressant. Si vous avez un seigneur que vous prévoyez là, de l'envoyer assez profondément dans les terres ennemies, là, vous allez vraiment économiser là, en action. Là. Doublement si votre seigneur est surchargé. Là. Parce que des fois, quand on s'en va en territoire ennemi, on amène beaucoup de bouffe. Parce que bon, ce sera peut-être pas évident de forager là, quand on n'est pas en été. Là. Puis ce sera peut-être pas évident non plus de faire des lignes de supply parce que ça va être comme ça va prendre beaucoup de moyens de transport. Là. Fait que très bonne capability à prendre dans ce temps-là. Ensuite, ben, vous avez 3 fois les arbalétriers qu'on a vus. Fait que This Lord, là, c'est les hommes d'armes ont de l'archery avec -2 à l'armure. On a tous vu ça dans les combats. Ça peut être assigné à n'importe qui. Prenez pas la première venue dans votre deck. Là, c'est important de voir l'événement qui est associé à ça. Là. Personnellement, là, mes 2 premiers balisteries que je prends, c'est ces deux-là. Là. Moi, j'essaie toujours de garder Ambush dans mon deck pour avoir une chance de la piger comme événement. Là. Puis de manière de squeezer ou de coincer un seigneur russe là, qui est en nature, puis de l'empêcher de se sauver, puis de le forcer à se battre. Là. Fait qu'oubliez pas, les 3 capabilities ici sont pareilles, mais les événements qui sont ici ne sont pas pareils, c'est à faire attention. Warrior Monk, elle est là 2 fois, mais pas consécutivement. Là. On va la revoir plus tard. Là.
Il y a quelques capabilities là, qui sont uniquement disponibles là, pour Rudolph et Andreas. Là. Ça, c'en est une. Là. Rudolph et Andreas, là, qui étaient les vrais croisés, là, je pense, là, dans l'histoire. Là. Fait que Warrior Monk, c'est fort en sacrifice. Là. Fait que This Lord, donc le seigneur qui a la capability, peut rebrasser un jet d'armure de chevalier à chaque archery step et à chaque melee step. Généralement, dans l'archery step, ben, c'est pas vrai. À moins que ce soit Généralement, dans l'archery step, les tirs d'arbalétrier, vous les assignerez pas à vos chevaliers parce que c'est toujours triste et dramatique de perdre un chevalier qui a normalement 4 ou moins d'armure. Puis là, il tombe à 2 ou moins d'armure, puis il crève via une shot d'arbalète. C'est toujours un peu triste, là. Mais par contre, le russe, lui, peut avoir des arcs qui donnent, euh, qui donnent la pleine capacité au jet d'armure, là. Fait que là, imaginez, là, déjà un jet d'armure de chevalier, là, ça réussit sur un 4 ou moins, là. Quand Rudolph ou Andreas a cette capability-là, là, une fois par archery step, puis une fois par melee step, il peut rebrasser un jet d'armure de chevalier qui a failé. Fait que le peu de fois que vous allez pogner 5 ou 6, vous allez pouvoir rebrasser, puis là, vous allez probablement pogner 4 ou moins, puis vous êtes correct, là. C'est sûr, c'est juste une fois par archery step, juste une fois par melee step, mais n'empêche, là, si vous vous frottez un seigneur russe là, qui a de la petite archery d'arc, euh, puis que vous avez au moins un ou plusieurs chevaliers, là, si vous allez être mort de rire, là, vous allez être vraiment mort de rire. C'est très puissant défensivement. Là, déjà qu'un chevalier, c'est dur à traverser, là. Mais ce reroll-là rend la chose extrêmement, extrêmement pénible pour le russe, là. Ensuite, Hill Forts of the Sword Brethren. Alors, les petites forteresses là, de nos frères d'armes. Alors, pendant chaque phase de feed, vous avez le droit là, de skipper un seigneur teuton qui est en Livonie et qui n'est pas assiégé. Alors, je rappelle que la Livonie, là, c'est la portion du bas du territoire teuton. Là. Fait que, par exemple, j'ai Andreas qui est ici. Il se déplace, il s'en vient ici. Il termine en Livonie. Là, normalement, sa carte de commandement est finie. Feed, pay, disband. Ben, dans le feed, là, je peux dire, par exemple, ben, on va ignorer, on va skipper Andreas, il n'y a pas besoin de se nourrir. Fait qu'il est reçu à souper chez les frères d'armes là, dont il est question là, dans une mini-forteresse à quelque part. Là. Euh, c'est intéressant. Là, c'est intéressant peut-être pour vos seigneurs teutons qui sont profondément dans le territoire puis que vous avancez. C'est peut-être intéressant en deuxième moitié de campagne quand vous êtes plus défensif puis que là, le russe commence à rentrer chez vous puis vous voulez être mobile sans avoir à bouffer à chaque fois. Là. Fait que c'est intéressant. C'est une capability globale. Vous choisissez le seigneur à chaque fois, mais pas plus qu'un seigneur. Là. C'est pas tous les seigneurs là, qui skippent le feed. Là. C'est un seigneur. Là. Fait que si vous marchez à plusieurs, les autres vont devoir se nourrir. Là. Les frères d'armes ont pas assez de bouffe pour tout le monde. Ça, c'est une autre affaire qui est forte en sacrifice pour Andreas et pour Rudolf, là. Halbruder, les demi-frères de l'ordre teutonique. Alors, tous les sergents et les hommes d'armes de ce seigneur-là ont +1 d'armure. Jesus Christ! C'est que c'est fort. Essentiellement, les sergents puis les hommes d'armes au niveau de la défense là, deviennent comme les chevaliers, là. 4 ou moins. Ah! Fait que, tu sais, Andreas, il y en a, là, il y a deux, par défaut, il y a deux sergents, puis il y a un homme d'armes, puis il y a un chevalier. Là. Fait qu'avec cette capability-là, les 4 unités d'Andreas von Felben euh, ont 4 ou moins d'armure. Là. Puis checker ce beau vassal-là qu'il y a, là, un chevalier, puis deux autres hommes d'armes. Écoute, Andreas, c'est impossible, impossible de le tuer. Impossible. Peut-être possible, mais en tout cas, tough en sacrament. +1 d'armure pour les sergents, puis les hommes d'armes. En passant, autant ça que ça n'impacte pas du tout là, les jets là, de fin de bataille là, pour essayer de rallier les troupes. OK? Donc, leur armure, vraiment, là, c'est en combat que ça se passe. Là. Euh, mais quand vient le temps après ça de rallier les troupes, là, vous allez brasser leur jet de protection normal. Dans le cas des sergents et des hommes d'armes, vous allez revenir à 3 ou moins. Là. Fait que pour être clair, à la fin de la bataille, là, si les sergents et les hommes d'armes sont comme ça, là, oui, pendant le combat, c'était 4 ou moins pour essayer de se sauver contre les hits, là,
Mais là, pour essayer de les rallier là, en bataille standard, vous allez devoir pogner 3 au moins pour les ramener là, sur le tapis d'Andreas. Elle aussi, je pense, est-elle en double? Oui, l'autre suit tout de suite après. Fait qu'elle est en double, elle aussi, cette capability-là. Fait qu'il y en a une pour les deux, même affaire pour Warrior Monks, qu'on revoit ici, là. Fait que vous pourriez potentiellement, là, si vous êtes enclin à vous battre avec eux autres, là, étant donné qu'il y a une limite de 2 capabilities Dislord par seigneur, là, si, vous pourriez avoir Andreas et Rudolf en jeu en même temps avec ces 2 capabilities-là, chacun. Si, bon, tassez-vous de là, tu sais, les Russes, tassez-vous de là, c'est quasiment pas arrêtable. Et l'autre affaire, la dernière capability qui s'applique à ces deux bonhommes-là, là, forte en esti aussi, Crusade, la croisade. Alors, à chaque phase de levée de l'été, vous pouvez là, vous pouvez recruter gratuitement là, les Crusaders. Que sont les Crusaders? On va le voir à l'instant. Là, les Crusaders d'Andreas et de Rudolf, qui sont un type de vassal spécial qu'on ne peut pas recruter par les voies naturelles, qu'on peut recruter uniquement via cette carte-là. Et vous discartez la carte et donc vous disbandez les vassaux là, au début du tour là, qui commence, là, disons, la fin de l'hiver. Je vais mettre les deux côte à côte, là, Rudolf et Andreas. Là. Les deux ont un petit vassal spécial qui est ici, là, avec une genre de croix dessus. Là, on voit qu'il y a quelque chose de particulier. Là. Puis à l'endos, on vous le rappelle. Là. C'est écrit ici le Rudolf Summer Crusaders, If Crusade. Fait que If Crusade, c'est le nom de la capability. Là. Fait que ça, oubliez ça, là, c'est des très beaux vassaux, là, mais vous ne pouvez pas les recruter par les voies naturelles. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que dès que la carte de Crusade est en jeu, si Andreas et Rudolf sont sur la map, là, pouf, instantanément, les croisés arrivent. Reporting for duty, sir. On est prêt à partir. Fait que là, on ferait muster automatiquement des croisés. Fait que dans le cas de Rudolf, c'est 2 chevaliers. Dans le cas d'Andreas, c'est 3 chevaliers. Holy shit! Si bol. Ça, c'est. Aïe aïe. C'est grillé de même, Andreas est plus fort qu'Alexander ou qu'Andrei, là. Mais c'est temporaire, là. Fait que là, je rappelle que l'été est pas long, là. Que l'été est pas long. Par contre, je rappelle aussi que vous les summonez en été, vous les recrutez en été, mais vous les gardez jusqu'au début de l'hiver. Et c'est ici encore là, c'est écrit en tout petit, là. Je peux zoomer une shot de plus, là. Ça aidera pas bien ben. Discard Crusade, qui est écrit ici, là. Fait que quand on arrive là au début du late winter, là, la carte de Crusade est défaussée automatiquement et ces vassaux-là s'en vont. Là. Fait que concrètement, là, ils disent on enlève vraiment 2 chevaliers. Vous n'avez pas besoin de traquer là, en combat. Est-ce que c'est les chevaliers de la croisade ou est-ce que c'est les chevaliers par défaut du Seigneur? Là, parce que la règle dit vraiment que dès que Crusade est défaussé, là, on enlève 2 chevaliers à Rudolf, on enlève 3 chevaliers à Andreas, puis bonsoir. Fait que c'est tentant, tu sais, de recruter ces deux bonhommes-là dès le début de l'été, de mettre la capability, ils se retrouvent avec les croisés, puis après ça, ils avancent, mais on va voir, là, je vais faire un petit vidéo de mon ouverture Teuton classique. Ça coûte quand même beaucoup de points de lordship de faire ça, là. Fait que c'est un pensez-y bien. C'est peut-être plus quelque chose moi, que j'aurais tendance à faire au tour 9 et 10. Là. Fait que, tu sais, je m'arrange là, pour avoir avoir les gars sur place déjà au tour 8, là. Au tour 9, j'amène, puis là, je les positionne déjà, mettons, proche du territoire russe, là, puis au tour 9, bang, let's go, on amène Crusade, on amène les Crusaders, puis on part, puis on rentre, là. À noter que même si c'est dans l'appel aux armes, fait que dans l'appel aux armes, là, je répète que le légat du pape peut aller sur un bishopric, ou en tout cas, il peut être sur un endroit où il y a un seigneur, puis il peut lui permettre de réutiliser ses points de lordship. Fait qu'imaginez qu'Andreas est ici, que le légat du pape est ici, puis que le légat du pape permet à Andreas de réutiliser ses points de lordship. Ben avec ses points de lordship, Andreas pourrait amener Crusade. Puis là, on est encore dans la phase de levée. L'appel aux armes, c'est encore dans la phase de levée. Pouf, encore là, les croisés arrivent automatiquement sur le plateau d'Andreas puis de Rudolf. Là.
Et même, dans le fond, tout ce que la carte dit, là, c'est que Rudolf et Andreas ne doivent pas être assiégés, là. Fait que Rudolf pourrait être ici, là. Puis les croisés arrivent. Salut boss, t'étais loin, là, mais on s'est rendu, là, puis on est arrivé, là, en call-up reporting for duty. Fait que c'est incroyable, tu sais. Fait que là, on présume, tu sais, que parce que la capability, vous pourriez même la mettre en jeu ici, là. La capability, elle est défaussée au début de Late Winter. Mais au tour 8 de la Rasputitsa, vous pourriez mettre la capability en jeu. Puis là, comme je disais, si Andreas et Rudolf au tour 9 sont profondément en territoire russe, là, dès que va commencer la phase de levée du tour 9, pouf, les croisés sortent de terre et accompagnent Andreas et Rudolf. Fort en Christ, là, ça vient changer complètement là, la balance de pouvoir des unités de ces deux seigneurs-là. Fait qu'imaginez Rudolf et Andreas avec leurs croisés et avec les deux capabilities qu'on a vues tantôt. C'est des machines de guerre. C'est vraiment c'est vraiment les croisés tels qu'on les imagine. Ordensburgen, on en a parlé abondamment dans beaucoup de vidéos, là. C'est la fameuse carte qui permet, là, qui convertit là, tous les endroits, les quatre places, je pense, qui ont le petit bouclier comme ça, qui convertit ces quatre endroits-là comme des seats ou des sièges pour tous les seigneurs teutons. Fait que je rappelle ce que ça permet de faire, là, c'est que ça vous permet, si cette carte-là est en jeu, quand vous recrutez le seigneur, de le faire apparaître là. Fait que dans certains cas, là, comme genre Andreas ou Rudolf, qui ont des sièges qui sont quand même assez loin de l'action, là, ben, ça permet de les faire apparaître ici, ici, bon, peut-être même ici, au besoin. Ça permet à tous les seigneurs teutons de faire l'action de taxe à une de ces quatre places-là, parce que c'est maintenant considéré comme un de leurs sites. Et c'est beaucoup aussi au niveau de l'action de supply. Quand on fait de l'action de supply, là, faut essayer de retracer notre chemin là, jusqu'à des sites. Là. Fait que dans certains cas, là, dans le cas de certains seigneurs, là, ça fait, imaginez, Heinrich a un seul siège qui est ici. Là. Fait qu'une fois qu'il est en Russie, là, pour essayer de revenir jusqu'à son site avec une action de supply, oubliez ça. Là. Mettons qu'il est ici, par exemple. Mais si Ordensburgen est en jeu, ben ça, c'est considéré un site pour Heinrich. Fait que même si Heinrich est ici, il est à deux localités. En été, mettons deux cartes, d'être capable de tracer jusque ça, puis d'aller chercher de la bouffe via l'action de supply. Alors, c'est vraiment, vraiment flexible. Puis je répète aussi que euh, ça compte comme un extra site même au besoin. Là. Fait que Rudolf, donc, il y a déjà un site à Wenden. Si Ordensburgen est en jeu, ben Wenden compte comme deux sièges pour Rudolf. Fait que si Rudolf est ici, puis il a les moyens de transport nécessaires pour se rendre à Wenden, puis qu'il fait une action de supply, ben il peut venir chercher deux de bouffe. Fait que thématiquement, il va tracer une fois à Wenden pour son premier siège, puis il va tracer deuxième fois à Wenden pour son deuxième siège. Là. C'est fucké, là, mais tu sais, ça double le nombre de sièges pour les seigneurs qui ont déjà leur écusson ou leur coat of arms à cet endroit-là. Oups. William de Modène, on l'a vu aussi abondamment dans les autres vidéos. Là, la capability ne dit pas grand-chose, mais toutes les règles de William de Modène, on les a couvertes là, principalement dans les vidéos sur l'appel aux armes. Donc, c'est une capability William de Modène. J'en profite pour dire, encore là, ils sont pas fous. Je vais parler des deux, le temps qu'à être ici. Là. Fait que Ordensburgen est la capability de l'autre carte qui permet de shifter Alexander et Andrei. Alors, fait chier. On aimerait ça avoir Ordensburgen en jeu en tout temps, mais on se prive encore là d'une carte qui shift Alexander et Andrei. Dans ma game actuelle, j'essaye de me passer de Ordensburgen pour augmenter les chances, mais à date, en deux tours, j'ai toujours pas réussi à piger une des deux cartes qui shift Alexander puis Andrei. Et William de Modène, quand même, est la capability de la fameuse carte là, overpowered, là, Heinrich Seize de Curia, là, qui permet de disbender Heinrich pour mettre 4 à 7 à deux seigneurs teutons chaque. Là. Fait que, mais ça, par exemple, ça, j'ai pas réussi à m'en passer. William de Modène, je l'ai en jeu tout le temps, puis fuck Heinrich Seize de Curia, là, à la limite. Là. Mais William de Modène, on dirait qu'il y a trop de choses cool qu'on peut faire avec lui pour s'en passer. Trébuchet, This Lord,
Alors, ce lord-là, là, finalement, là, quand il est, bon, tant qu'il est vivant, là, tant qu'il est pas en déroute, là, puis qu'il participe à un storm ou à un sally, il va réduire la force des murs ou des engins de siège de 1. Fait que c'est quand même assez intéressant. Là, on va le voir encore là dans mon ouverture, là, mais des fois, je vais dire remettre cette capability-là à Herman ou à Herman, qui au premier tour souvent a la job d'aller prendre Isborsk. Fait que tu sais, ça a l'air de rien, mais ça va réduire dans le fond, là, normalement, là, tous les hits d'Herman doivent d'abord passer les murs 1 à 3. Ben là, avec les trébuchets, les murs deviennent 1 à 2. Fait que c'est moins pire. Fait que quand vous allez pogner 3 sur le mur, vous allez être content, vous allez dire Chris, ça c'est grâce à mes trébuchets. Puis si en plus vous venez percer l'armure du crossbowman, ben peut-être que vous avez sauvé votre action de Storm avec ça. Curieusement, c'est le même principe si le seigneur est assiégé, mais qui sort, qui fait un sally, ben, il va venir réduire de 1 la force des engins de siège. S'il y a juste un marqueur de siège, ben là, si le marqueur de siège est ignoré, parce que là, ça devient 0. Fait que là, le seigneur peut comme tapocher librement son assiégeant. Quand même très intéressant. Puis dès qu'il y a, si on est 3 seigneurs, là, mettons, il y a un party à Pskov, il y a 3 seigneurs teutons qui assiègent, là. Dès qu'il y a un seigneur qui a trébuchet, même si c'est pas le seigneur qui est en avant, là, dans le fond, il prête ses trébuchets là, au seigneur qui est en avant pour le storm. Puis, parce que je rappelle que dans le storm, il y a juste un seul seigneur qui attaque à la fois au centre, là. On n'a pas le flank de gauche et droite, là. Mais dès qu'il y a un des seigneurs sur place qui a des trébuchets, c'est correct. Warrior Monks, qu'on a déjà vu, la rançon situationnelle, mais si vous réussissez à l'avoir, c'est très fort, là. Fait que c'est une capability globale. Fait que dans le fond, là, tout seigneur russe qui est remové en bataille ou pendant qu'il est assiégé, là, vous gagnez un nombre de coins égal à sa valeur de service que vous donnez à un seigneur teuton qui est sur place. Fait que remouver en bataille, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que pensez à un cas là, où vous attaquez un seigneur, là, puis là, il y a une bataille, là, puis là, il perd toutes ses unités, puis il réussit pas à en rallier aucune. Ça, c'est un cas. Pensez à un cas où vous attaquez un seigneur, puis il est pris en souricière, il n'y a pas d'option de retraite, mais il est obligé de retraiter, puis à la place, il est remouvé. Ça, c'est un deuxième cas. Euh, c'est un seul seigneur, même si vous étiez plusieurs, c'est un seul seigneur qui gagne toutes les coins. C'est pas un gros enjeu parce que les coins, je rappelle, quand arrive la phase de paye, vous êtes capable d'augmenter le service des autres seigneurs qui sont avec vous autres. Euh, vous stormez, vous prenez d'assaut une place forte, par exemple, je serais ici, là, puis let's go, là, je prends, ben, mettons plus réaliste, je serais ici. Gavrilo est assiégé à Isborsk, Herman le prend d'assaut, puis réussit à conquérir Isborsk. À ce moment-là, encore là, Gavrilo est remove from the game, puis je gagnerais la rançon à ce moment-là. Puis un des cas peut-être les plus classiques, c'est si le seigneur crève de faim au bout d'une action de siège, ça compte aussi. Fait que si je suis là, à Iceborsk avec Herman, puis je fais siege, puis siege encore, puis là c'est à chaque fois, là, Gavrilo doit se nourrir, puis à un moment donné, Gavrilo a plus de bouffe, puis il est remove, ben je gagne la rançon. Fait que, tu sais, vous pouvez mettre ça en jeu juste le temps d'un tour, là. Si vous dites, hey, ce tour-là, j'ai des bonnes chances de faire crever de faim tel seigneur dans telle affaire, ben, pouf, dans la phase de levée, on amène en jeu la rançon, là. On collecte la rançon, puis après ça, on s'en débarrasse. Parce qu'elle aussi, elle a un très bon événement dessus, qui est la famine russe. Puis, mine de rien, là, tu sais, on parle de Gavrilo. Chris, il y a une valeur de service de 4 là. Fait que c'est 4 piastres. C'est 4 coins que vous gagnez là, si vous réussissez là, à faire crever de faim Gavrilo en situation de siège. C'est pas banal. Là, tu sais, tout de suite après, vous pouvez flober ces coins-là pour augmenter la durée de service, mettons, d'Herman dans ce cas-là, de 4 tours. Si bol, c'est très bon. Ça. Alors, Stone Masons, c'est un événement extrêmement important. C'est clé à la stratégie Teuton. Alors, soyez attentifs. C'est une capability This Lord. Vous mettez ça à un seigneur et vous n'avez pas la berlue. Ça dit que ce seigneur-là, pour sa full command, là, donc quand il sort une de ses cartes de commandement, là, c'est un peu comme
Un peu comme le siege qui est comme ça, puis le tax qui est comme ça, là, le seigneur ne peut pas faire d'action avant, ne peut pas faire d'action après. Il faut qu'il dédie sa carte de commandement au complet au texte qui est là. Et il faut qu'il flobe 6 provisions. Ce n'est pas un typo, 6 provisions. Ceci dit, le seigneur, s'il est avec d'autres seigneurs amis dans sa localité, là, les 6 provisions peuvent être mises en commun par les deux seigneurs. Ça, c'est pas un problème. Va venir bâtir un château sur un fort ou un village en Russie. Alors, qu'est-ce qu'un château? Voici le marker. C'est carrément, là, c'est une réplique des châteaux qui sont du côté de Teuton. Mais par exemple, Herman pourrait être ici, avec cette capability-là de Stone Masons. Il pourrait avoir 6 de provisions, là, par exemple. Fait qu'imaginez qu'Herman a 6 de provisions. On suppose que sa carte de commandement sort puis qu'il est déjà sur place. Fait que là, il est dans un village en Russie. Là. Ben là, il vient bâtir un château ici. Alors, comme le marqueur l'indique, ça donne un VP au joueur teuton. Et c'est un fucking château, là. Et un fucking château, c'est tough à prendre en salle, là. Voilà, là. Alors, c'est un beau château teuton avec des murs qui ont une valeur de protection de 1 à 4, 2 arbalétriers et un chevalier dans la garnison, là. Ça va être très dur à reprendre par le russe, là. Et ça devient une place forte. Là, c'était un vulgaire village. Ça devient une place forte, une base d'opération intéressante pour les teutons. Là, dans mon vidéo là, sur la stratégie d'ouverture teutonne, je vais vous donner mes 2 spots préférés où je mets mes châteaux. Là, mais spoiler alert, ça, c'en est un. Parce que moi, souvent, j'ai de la misère à prendre Pskov. Fait que j'aime bien avoir un château ici, là, parce que de Izborsk, il n'y a pas de connexion vers Ostrov. Fait que j'aime bien avoir un château ici, là, puis avoir des seigneurs teutons qui sont là, là. Puis comme on dit, là, within striking distance des forts qui sont ici, là, de Porkov et de Veliki Luki. Mais nous, on aura l'occasion de s'en reparler. Le teuton peut bâtir un maximum de 2 châteaux dans la game. OK, quand même, là, sinon il y en aurait partout à un moment donné. Là. Fait que. Mais n'empêche, c'est des beaux VP. Là. Qu'est-ce qui arrive si le russe vient conquérir plus tard ce château-là? Là? Ben, le marqueur est flippable. OK? Fait que là, on flippe le marqueur. Fait que là, essentiellement, le teuton vient de perdre un point de victoire, puis le russe vient de gagner un point de victoire. Fait que. Oui, c'est une cible attrayante pour le russe, mais c'est comme viens-t'en, mon Christ, tu vas voir qu'un château, c'est pas facile à prendre. Là. Là, ça dit aussi qu'on pouvait le bâtir sur un phare. Fait que qu'est-ce qui arrive? Il faut que ce soit un phare qui ait déjà été conquis par le teuton. Fait que qu'est-ce qui arrive si je bâtis un château ici? Ben, je laisse le marqueur de conquête, puis je viens crisser le château par-dessus. Alors, ceci n'est plus un phare maintenant, c'est un château. Et qu'est-ce qui arrive si le russe revient le conquérir? Ben, il libère d'abord la place, donc il enlève ce marqueur-là, fait que le teuton perd un point de victoire, et il vient flipper cette affaire-là, donc le teuton perd un autre point de victoire et le russe en gagne un. Et qu'est-ce qui arrive si le teuton reprend la place? Ben, il vient flipper ça, mais il vient remettre aussi un marqueur de conquête ici. Fait que ça va toujours être -2 +1 à chaque fois qu'on s'échange le château après là, sur un endroit, sur un fort spécifiquement. Mais dans le cas d'une town, c'est moins compliqué parce que la town n'a pas de valeur de point de victoire par défaut. Alors c'est juste que ça devient un château teuton, essentiellement. Très très important, en tout cas, là, c'est non seulement des beaux VP, là, c'est dur à faire, là, 6 de provisions. Là, vous allez faire beaucoup d'actions de supply ou de forage là, pour avoir assez de sandwich. Là. Ben, c'est la preuve en fait que les provisions, c'est pas juste des sandwichs. Là. Dans ce cas-là, il doit y avoir de la brique puis des affaires de même là, qu'on a charrié là. Fait que thématiquement, là, à grand coup de chariot, de bateau ou de peu importe. Et la dernière et non la moindre, les Cogs, disponibles pour Heinrich, Knud et Abel et Andreas, qui sont, je pense, les 3 seuls seigneurs teutons qui peuvent avoir des chips. Alors, ça dit que les chips de ce seigneur-là, c'est une capability Dislord, il faudra décider à qui vous l'assignez. Souvent, ça s'en va à Knud et Abel. Je vais en parler dans mon vidéo d'ouverture teutonne. Alors, les chips de ce seigneur-là comptent comme étant 2 chips, peuvent être partagés n'importe où. Et on se rappelle là, de l'événement russe là, de la tempête, là, les Cogs le protègent un peu, le seigneur. Là, il va perdre juste la moitié de ses bateaux plutôt que de perdre la moitié de ses chips plutôt que de perdre toutes ses chips si jamais il se fait frapper par la tempête. Là. C'est bon, ça, pour vrai. Là. Pour être clair, le russe, je veux dire, le seigneur teuton,
pourrait avoir quand même, c'est un peu farfelu, 8 chips, la limite d'assets, 8 chips sur son plateau, là, qui compterait comme 16 chips. Okay, c'est un peu mongol, mais bon, vous comprenez le principe, là. Puis can be shared anywhere, c'est là, là qui est le bout vraiment là, incroyable, là. Fait que là, bon, comme je dis dans mon ouverture Teuton, je donne ça à Knud et Abel, ne serait-ce que parce qu'ils commencent avec 2 chips ici, là. Fait que là, les chips comptent comme 4 chips, là, mais là, en tout cas, au niveau du supply, même un seigneur qui n'est pas autorisé, même un seigneur comme Herman, là, qui n'est pas autorisé à avoir des chips, là. Herman, c'est écrit transport, no chips. Lui, il peut pas en avoir, mais Knud et Abel, ils passent les siens, là. Fait que, tu sais, si Herman est ici, puis qu'il y a un boat qui lui permet de tracer jusqu'à Naruya pour le supply, ben après ça, il peut utiliser les chips de Knud et Abel, là, qu'on assume qui sont parkés là, là. Il peut utiliser les chips de Knud et Abel pour aller chercher 2 de supply de plus, là. Alors, quelqu'un comme Herman, normalement, qui n'a pas le droit d'avoir des chips, le plus qu'il peut espérer avoir d'une action de supply, c'est 2 provisions. Faut qu'il essaye de relier là, ses sièges via des routes normales. Il n'a pas accès à des chips, pauvre petit pit. Mais dès que vous avez un seigneur teuton avec des chips qui a cogs, ben là, ces chips peuvent être partagés partout. Et même pour les déplacements, avec quelqu'un comme Herman encore, qui n'a jamais sailé de sa vie, pauvre petit pit, n'a jamais pris l'eau de sa vie. Même Herman qui est ici, là, qui n'a pas de chips, pourrait faire une action de sail, en autant qu'il a assez de chips pour se déplacer là, via les chips de Knud et Abel. Puis n'oubliez pas, c'est écrit 2 fois chips, mais avec cog, ces 2 fois chips-là comptent comme étant 4. Si Knud et Abel arrivent à 3 chips, ça compte comme étant 6. C'est majeur, là. Très très belle capability à donner à Knud et Abel en début de game. Comme je dis, on va y revenir quand on va faire la revue de la stratégie Teuton. On se prive de cet événement-là qui est quand même intéressant, là, de shifter Vladislav et les Caréliens, là. Mais encore là, c'est très très pratique, là. Moi, je me sers de ça aussi là, pour amener Andreas proche de l'action. Là, encore là, on va couvrir ça dans la vidéo des stratégies. Alors voilà, ça fait le tour des capabilities Teuton. Encore là, le prochain vidéo va être moins long. Il y a quelques repeats du côté russe. Fait qu'on achève. Prochaine vidéo, la revue des capabilities russes. Puis après ça, je vais vous partager mon ouverture classique Teuton pour vous kickstarter dans votre prochaine game. À plus!